Nous allons accueillir maintenant notre prochaine conférencière que mon collègue Christophe Scouza va se charger de présenter. Il s'agit de Christophe. Il est collé, hein. Non, je crois que c'est solide. Il s'agit de Cristina Ferreira, donc, qui travaille dans notre institution. Cristina, tu veux le micro-cravate ? Oui, je crois qu'il vaut mieux. Donc, je présente avec plaisir notre collègue Cristina Ferreira, qui est sociologue, qui est professeure à l'unité de recherche en santé, qui consacre ses travaux, donc, des recherches à l'expertise psychiatrique légale dans le cadre du droit civil. Donc, avec les titres que vous voyez, vous allez voir en quoi les sociologues participent de l'entreprise du désenchantement du monde. Vous allez vite voir de quel miracle il s'agit, ou qu'est-ce qui advient en miracle lorsque le sociologue, ou une sociologue en l'occurrence, s'y intéresse. Juste pour compléter un peu, pour que vous sachiez ce que Cristina a fait en tant que chercheuse. Sa thèse de doctorat donc, a porté sur la construction d'un problème public en Suisse autour de l'invalidité psychique. Et puis actuellement, elle prépare un projet sur les mesures de privation de liberté à des fins d'assistance dans le domaine de la psychiatrie adulte, qui vient d'être déposé, puis on tient le pouce. Voilà. Elle a publié plusieurs articles en lien avec le sujet, donc autour de la douleur inexplicable, qualifier la douleur inexplicable, conflit des jugements autour de la fibromyalgie et du trouble somatoforme douloureux, l'expertise psychiatrique des efforts raisonnablement exigibles, une catégorie très intéressante, l'effort raisonnablement exigible, qu'on va, j'imagine, aussi aborder aujourd'hui, prétendre à une protection contre les risques d'invalidité, opportunité et contrainte de la mobilisation du droit, et les troubles somatoformes douloureux, la traduction médico-légale d'une catégorie psychiatrique. Bon, je laisse la parole à Cristina et on se réjouit de t'entendre. Merci. Merci. J'arrive un peu comme un bulldozer après cet optimisme, la narration qu'on vient d'avoir. Moi-même, j'ai encore en tête des phalanges coupées. Bref, je vais, en guise de préliminaire, dire quelques mots sur ces titres. Si je devais choisir les titres aujourd'hui, j'aurais sans doute opté pour la production politique de l'enguérissable, parce que c'est cette question-là que j'aimerais vous soumettre à réflexion. Bien entendu, je ne me désolidarise pas du titre retenu, la guérison miraculeuse des invalides psychiques, et j'aurai l'occasion de dire quel sens je donnais à ce titre, autre que l'ironie qui peut suggérer. Bien entendu, il ne s'agit pas de... C'est où que je dois... Là. Je ne vais pas parler des guérisons miraculeuses telles qu'elle est discutée par Charcot dans un texte qu'il a publié un an avant sa mort, La foi qui guérit. Vous connaissez sans doute ce texte où il veut prendre au sérieux les miracles thérapeutiques observés chez des patients qui se rendaient au sanctuaire et qui en revenaient guéris de leur paralysie et convulsions. Et lui-même d'ailleurs encourageait certains de ses patients à entreprendre telles expéditions lorsqu'il admettait selon capacité à exercer avec la même efficacité un pouvoir de suggestion. Ce ne sont donc pas ces miracles thérapeutiques que je vais discuter, mais pour mon propos, j'aimerais garder à titre métaphorique cette idée de la foi dans la guérison. Une foi au sens laïque, au sens politique, qui anime une série d'acteurs investis dans les réformes d'assurance invalidité en Suisse. Acteurs qui vont s'attaquer aux problèmes des maladies psychiques et qui vont imaginer des solutions. Et c'est dans ces solutions-là qu'on voit poindre une certaine conception de la guérison, même si, à vrai dire, le terme même de guérison n'est pas utilisé. Donc, avant d'aller plus loin, même si je sais que vous connaissez tout ça, mais c'est important de rappeler, oui, c'est le préliminaire que je voulais dire, toute la complexité qui est abordée ici depuis hier soir, avec l'idée de vacillement, de processus lent, de sensibilité, etc. Tout ce qui a été discuté du point de vue de la clinique, là où je vais vous déplacer, tout ça se réduit comme peau de chagrin. Et c'est parce que ça se réduit comme peau de chagrin que justement, il y a un enjeu politique qui, à mon avis, est important aussi
à prendre en compte dans la clinique, puisqu'elle affecte ceux-là que vous recevez et que vous suivez sur la durée, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Donc avant d'aller plus loin, un bref rappel contextuel. Donc la foi dont il s'agit ici, c'est donc une profession de foi portée par une série de réformateurs. À partir des années 90 en Suisse émergent des inquiétudes, des questionnements que je vais résumer de manière très lapidaire en quelques points, et qui est le suivante, c'est l'augmentation statistique d'invalidité psychique considérée comme un phénomène d'abord inexplicable et surtout inquiétant. Et très vite, un doute a émergé. Est-ce que nous avons affaire à une distribution débridée de rentes en validité à des personnes qui peut-être ne sont pas si malades que ça? Ces doutes s'est cristallisé autour de tableaux cliniques considérés comme trop diffus, aux causes inexplicables, les troubles somatoformes douloureux et la fibromyalgie. Donc c'est autour notamment de ces deux catégories diagnostiques que le problème s'est constitué. Vous le savez que ces diagnostics posent des difficultés redoutables et qui sont largement discutés dans la littérature, que je ne vais pas aborder ici. Donc une littérature relativement abondante où il est question d'une médecine qui s'avoue souvent vaincue face à des patients qui multiplient des consultations alors que des examens classiques ne laissent apparaître aucune lésion organique qui justifie l'ampleur des plaintes d'une douleur. Une douleur qui les empêche de vivre normalement et de travailler, car tel est le problème névralgique, le caractère en validant ces douleurs. Dans une certaine lecture proposée par certains auteurs, ces malades finissent par être persuadés qu'ils sont irrémédiablement capables et réclament, d'une manière ou d'une autre, une forme de reconnaissance. Et plus leur douleur est remise en question et renvoyée à des causes purement subjectives, c'est dans votre tête, plus ces douleurs ne risquent pas de disparaître. Et plus ils s'acharnent à faire entendre cette douleur qui fait l'objet, ici et là, d'un déni. La difficulté, bien sûr, c'est que ces plaintes douloureuses, loin de constituer des cas isolés, se chiffrent par des milliers. Et la statistique là, il conserve la trace. Je ne vais pas aborder ici les statistiques, mais juste pour vous donner une idée. Les codes statistiques de l'AI, là, c'est que les codes qui concernent les psychoses, psychonévroses et troubles de la personnalité. Donc là, vous avez plusieurs codes où ensuite on met, donc on chiffre, on fait la comptabilité des dossiers reçus. Et donc parmi tous ces codes, il y a un en particulier qui a une visibilité importante, qui est le code 646. Les statisticiens, et pas uniquement eux, ont lancé l'alerte. Nous commençons à mettre un tas de diagnostics là-dedans nouveaux qu'on ne connaissait pas, à tel point, et notamment le trouble somatoforme douloureux et la fibromyalgie, à tel point, juste pour vous donner une idée, qu'entre 1993 et 2006, plus de 60 000 personnes ont été mises en invalidité rien que pour ce code-là. Donc ce code-là est devenu lui-même problématique. Et une question s'est posée à le propos, question que je résume comme ça, mais qui n'est pas une question qui a été formulée par moi. Peuvent-ils travailler sans le vouloir ou veulent-ils travailler sans pouvoir? C'est une question sur laquelle va se construire énormément de règles, de jurisprudence sur laquelle je vais venir tout à l'heure. En gros, peut-on accorder des rentes à des individus dont les causes médicales de l'incapacité de travail ne sont pas clairement établies? Mais c'est à partir de ces cas controversés, et c'est ça qui est important, que tout un nouveau regard a été posé sur la maladie psychique en général. Et c'est ici qu'on va trouver la profession de foi, dans cette redéfinition de la maladie psychique. Et cette profession de foi est la suivante: croire dans les capacités enfuies d'un sujet qui s'estime à tort définitivement incapable. Donc il s'agit d'enterrer une vision déficitaire et fataliste de l'invalidité pour adopter une approche résolument confiante dans le potentiel des malades psychiques. Cette profession de foi, vous la trouvez dans
dans bien de mouvements associatifs, chez un tas de professionnels, bref, justement ne pas condamner au pessimisme le fait d'être atteint, de souffrir d'une maladie psychique. Or, ce qui est important ici, c'est que cette profession de foi, c'est que ce potentiel qu'on veut reconnaître aux malades psychiques ne se comprend que sous un angle économique. On n'est pas là pour dire qu'ils ont un potentiel créatif, civique, qu'ils peuvent déployer toute une série d'habiletés comment dire, selon leur liberté. Non, ici, le potentiel à reconnaître, c'est un potentiel économique. Bien sûr, marché du travail. Je donne pour exemple, ici, c'est un article paru dans la presse où il est question de 3 personnes donc, qui ont réussi qui étaient, à un moment donné, qui percevaient des rentes AI pour des raisons psychiques, mais aussi des problèmes rhumatologiques. Et ces 3 personnes, elles sont mises en vitrine d'exemplarité. D'ailleurs, elles ont reçu, à l'occasion d'une cérémonie publique dans le canton de Fribourg, 1 000 francs chacune comme prime à une réadaptation réussie sur le marché du travail. Alors, ce qui m'emporte ici, c'est que, bien entendu, quand on lit l'article, on se dit tant mieux que ces personnes, dont un paysan et 2 infirmiers, ont réussi à se reconvertir dans un nouveau métier. Les 2 infirmiers, une est devenue secrétaire médicale et un autre dirige un AMS aujourd'hui, mais tant mieux après des années de calvaire, de dépression profonde, etc. On se dit, mais très bien. Par contre, là où on peut se poser la question, bien sûr, aujourd'hui, c'est de les mettre en avant, de faire une cérémonie publique parce que là, bien sûr, un message très fort à envoyer aujourd'hui dans le cas de l'AI. Regardez, c'est exemplaire. Cette croyance dans une exemplarité par une réadaptation professionnelle réussie se double d'une autre, toujours dans le cadre d'un changement d'une définition d'une approche de la maladie psychique. Cette autre croyance, c'est que le meilleur moyen de contrarier cet enlisement plus ou moins conscient dans un comportement d'invalide, c'est de rappeler la force de la loi. Une force symbolique et concrète qui consiste à confronter les citoyens en difficulté à leurs propres obligations, à leurs propres responsabilités devant leurs conditions souffrantes. Et à n'en pas douter, la volonté de se soigner et le désir de guérir sont des attentes devenues plus insistantes. Le rétablissement pour retrouver une capacité de travail est une obligation légale faite aux demandeurs de rente qui s'est largement renforcée depuis 2008 avec l'entrée en vigueur de la 5e révision de la loi. La rémission n'est donc pas ici un horizon espéré et partagé par un médecin et un patient, tel que ça a été dit depuis hier soir, avec toute la complexité justement de ce partage. Ici, et c'est important de retenir, c'est une exigence voulue par le législateur et à laquelle l'individu doit répondre. Mais l'esprit réformateur va plus loin. Il va s'inspirer de la particularité même des maladies psychiques pour concevoir, dans de nouveaux termes, la distribution de rente. Je vais vous montrer une citation d'un des acteurs importants qui fait partie de ce mouvement réformateur, qui a une influence considérable sur l'évolution des politiques d'assurance invalidité en Suisse. C'est l'expertise économique internationale et qui dit ceci. Cette citation est dans un rapport. Donc la OCDE a produit plusieurs rapports en direction du gouvernement suisse pour réformer l'assurance invalidité. Et ces rapports, cette expertise donc économique d'inspiration néolibérale, a donc eu, ça c'est une des grandes innovations des réformes actuelles, c'est cette idée d'adopter, c'est dire on va s'inspirer de la particularité même de la maladie, que puisque il y a des épisodes de rechute, de rémission, c'est fluctuant, c'est incertain, eh bien, on va activer et désactiver des prestations sociales en fonction de ces épisodes. Et en effet, une des philosophies aujourd'hui, c'est cette flexibilité
qui prime. On renvoie au passé la pratique qui consistait à accorder des rentes pour toujours, pour aujourd'hui adopter donc cette logique-là. Une logique qui suppose, et c'est une pratique qui est devenue instituée, une évaluation très régulière des personnes pour savoir justement poursuivre les cycles. Pour la thématique qui nous occupe aujourd'hui, on pourrait bien entendu se poser la question suivante: dans quelle mesure placer les personnes dans un état d'insécurité sociale et juridique et les encourager à s'en sortir par leurs propres moyens sont des conditions favorables à leur guérison? C'est une question que je laisse ouverte pour la discussion si on aura le temps. Revenons au contexte. Si la règle de la flexibilité tend à être privilégiée, la stabilité, bien sûr, n'est pas disparue au sein de l'AI. Elle n'est pas complètement abandonnée. Ce qui change, c'est que cette stabilité d'une prestation accordée dans le temps doit dorénavant être réservée, et là aussi ce n'est pas moi qui le dis, c'est une phrase tirée d'un rapport de l'Office fédéral des assurances sociales, à ceux et seulement ceux qui en ont réellement besoin. Encore fallait-il se donner les moyens de pouvoir les identifier rigoureusement, ceux qui en ont réellement besoin. Et c'est ici que l'appel est devenu systématique à l'expertise psychiatrique. Au fond, il s'agissait de mieux discerner, dans ce contexte controversé, dans ce contexte économique, le vrai en valide. Donc telles sont dans les grandes lignes, et je suis désolée d'être si rapide, les enjeux et les ambitions. Ambitions qui ne sont pas uniquement économiques, et que vous connaissez très bien tellement elles sont martelées, réduire la charge financière que représentent pour la collectivité les invalides, et notamment les invalides psychiques. Donc il n'y a pas que des ambitions économiques, ces ambitions sont aussi politiques et morales, en ce sens qu'il s'agissait d'imprimer de nouvelles normes pour savoir qui peut être reconnu comme invalide ou non, pour savoir qui est vraiment malade au point de ne plus pouvoir travailler. Et c'est parce que ce démarquage était nécessaire qu'une jurisprudence est née autour des douleurs médicalement inexplicables, sur laquelle je vais revenir très vite. Vous n'êtes pas sans savoir que ce contexte n'a rien de pacifique. Des rapports de force se sont intensifiés dans cette politique qui est nettement plus restrictive. En déduit par excellence l'expression de ces conflits est le tribunal. Car conséquence d'un refus plus systématique de rentes, donc à l'heure actuelle, moitié des demandes de nouvelles rentes sont refusées, certains font recours. Et c'est notamment ces recours-là qui m'ont intéressé dans ma thèse, c'est dire, j'ai analysé 275 recours déposés au tribunal des assurances sociales de Genève, sur une période de 5 ans. Je ne vais absolument pas entrer ici dans les détails de ce contentieux extrêmement riche. Donc vous aurez déjà compris que ce qui m'intéresse, c'est les usages institutionnels et politiques des catégories diagnostiques, et notamment ce qui se passe dans ces lieux où nous sortons bien entendu d'un cadre purement clinique. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce n'est pas superflu de dire quelques mots rapides sur qui est concerné par ce contentieux-là. Il concerne majoritairement des individus dans la condition extrêmement précaire. 80% d'entre eux sont des travailleurs immigrés avec un niveau scolaire très faible, qui ont exercé des métiers réputés pénibles, construction, bâtiment, transport, conciergerie, nettoyage, hôtellerie-restauration, etc. Ces femmes et ces hommes, puisqu'il s'agit de 150 femmes et 100 hommes, en moyenne, ils ne travaillent plus depuis 6 ans. Et vous allez voir, les procédures sont assez longues, puisque, bref, je ne vais pas entrer dans le détail de comment j'ai analysé tout ça, ce n'est pas important. Mais ça va être extrêmement important, je pense, pour la discussion et pour cette idée de la production de l'enguerrissable. Donc j'ai calculé à travers ces archives judiciaires le moment où ils déposent une première demande d'AI jusqu'au moment où le juge rend une décision, donc ils font tous recours, et vous voyez des durées extrêmement longues, avec donc 7 ans en moyenne d'attente. Les tableaux cliniques qui sont extrêmement divers, même s'il y a une récurrence de problèmes qui renvoient à la rhumatologie. Au point de départ, ces personnes se sont trouvées en arrêt de travail pour des raisons de lombalgie, arthrose, tout ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Il est question aussi d'état dépressif de degrés divers, fibromyalgie, etc.
Inutile de préciser que dans la grande majorité, ces individus ne constituent pas, à proprement parler, une clientèle de psychothérapie, encore moins de cure analytique. Il est question très souvent dans les expertises d'un manque d'introspection nécessaire chez ces personnes pour envisager de tels traitements. Donc les prises en charge consistent plus souvent en prescriptions médicamenteuses, séjours hospitaliers et consultations plus ou moins espacées chez leur médecin. Pourquoi j'ai choisi guérison miraculeuse? C'était une des idées, bon, vous avez déjà pu comprendre, point de vue politique, point de vue courant réformateur, mais bien sûr, ma première idée, elle était centrée sur quelque chose sur un détail, c'est que si j'ai choisi ce titre, c'était aussi pour pointer une dérive, dont se désolent d'ailleurs certains experts, une forme de violence symbolique qui s'exerce dans ces évaluations et qui n'est sans doute pas étrangère au contexte politique et la pression gestionnaire pour réduire le nombre des rentes. Le contentieux fourmille d'exemples de cette violence qui consiste dans une surdité opposée à la plainte, allant jusqu'à la négation de la crédibilité des pièces d'un dossier médical volumineux. Ce dossier, dans certaines affaires, a beau contenir des traces d'hospitalisation psychiatrique suite à des tentatives de suicide, des certificats attestant de l'existence de dépression grave, des échecs thérapeutiques répétés, et pourtant, un verdict énoncé notamment par la psychiatrie de l'assurance peut balayer d'un revers de main cet historique pour faire valoir la présence d'une personnalité manipulatrice, sinon simulatrice. Et vous pouvez comprendre du coup la longue durée des procédures, c'est que forcément ça va engager des luttes au sein même du corps médical qui est amené à évaluer ces dossiers. Et donc la guérison miraculeuse opère ici sous la forme d'un décret. L'individu n'est pas malade, il se croit comme tel, et les autres médecins se sont fourvoyés. Or, la complexité des cas qui sont amenés à expertiser est admise par la plupart des psychiatres. Un relatif consensus existe parmi eux sur le fait que l'expertise arrive souvent trop tard, et qui plus est, parfois sans que des interventions spécialisées arrivent bien en amont. Voilà ce que dit à ce propos François Grasset, expert psychiatre lausannois. Au stade d'expertise psychiatrique, souvent l'invalidité est déjà irrémédiablement installée. Dans ces conditions, le psychiatre n'a guère de possibilité de faire autre chose que de constater lapidairement que toute mesure médicale et professionnelle, quelle qu'elle soit, est dénuée de sens. L'italique, c'est moi qui l'ai mis. Quelle qu'elle soit. Ah, j'ai pas mis... Si, il apparaît, oui. Le verdict est ici tout aussi définitif. Une voie sans issue et sans espoir, en un mot, l'inguérissable. On est bien loin de ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il fallait refuser de considérer. C'est justement ce caractère si définitif qui renvoie la personne à je ne sais pas quel horizon. Or, il arrive dans beaucoup de dossiers qui sont examinés par les juges que ces deux visions, l'individu sain qui se croit malade et l'individu irrémédiablement incapable de travailler, ces deux visions, elles se disputent au sein même d'un même dossier. Ces conflits de jugement amènent une intervention plus marquée de la justice. Donc, comme j'ai évoqué, le trouble somatoforme et la fibromyalgie font l'objet d'une jurisprudence spécifique et décisive qui est née en Suisse au début des années 2000. L'orientation de cette jurisprudence est clairement restrictive. Donc, en règle générale, ces pathologies-là sont considérées comme non validantes, donc ne donnant pas accès à des droits. Mais il y a des exceptions à la règle. L'invalidité n'est reconnue dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin expert en son temps, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut pratiquement plus, sous réserve de cas de simulation et d'exagération, elle ne peut plus être raisonnablement exigée de l'assuré, auquel il serait même insupportable pour la société.
Donc il y a des exceptions qui sont possibles. Je n'ai pas le temps ici de vous présenter tous les critères qui rendent cette exception possible, et c'est notamment l'échec des traitements thérapeutiques, mais pas uniquement. Il faut aussi montrer qu'il y a une comorbidité psychiatrique. Il faut montrer, je cite, une perte d'intégration dans toutes les dimensions de l'existence. Il faut aussi montrer que les douleurs corporelles sont sans rémission durable. Bon, bref, il y a énormément de critères pour considérer, ça c'est la question, c'est qu'ici l'enjeu n'est évidemment pas la guérison, l'enjeu est cette notion d'un effort raisonnablement exigible. Malgré la douleur, malgré la maladie, pour le droit, en dépit des douleurs, quels sont les efforts raisonnablement exigibles? Pour rendre compte un peu plus concrètement de la norme telle qu'elle est définie dans cette jurisprudence, en quoi elle repose, je vais vous donner un exemple d'une affaire. Madame P, fibromyalgique et dépressive, est décrite par les psychiatres qui l'ont examinée comme une battante, ayant multiplié les efforts pour s'en sortir, en dépit d'une succession d'épreuves qui ont fini par avoir raison sur son état psychique. Torture subie lorsqu'elle était étudiante en Turquie, déclassement social par l'impossibilité d'exercer son métier de médecin dentiste en Suisse, maladie de son mari qui est rentré au Kurdistan, échec d'un projet de maternité par insémination artificielle. Les services médicaux et psychiatriques de l'assurance contestent les conclusions des experts au motif que les événements difficiles de son existence n'appartenaient pas au domaine médical. S'appuyant sur l'expertise, les tribunaux vont reconnaître le droit à une rente d'invalidité à cette dame en raison justement des différents critères prévus par la jurisprudence, chronicité de douleurs corporelles, une défaite thérapeutique malgré les nombreuses tentatives entreprises et l'existence d'un état psychique cristallisé. Une partie de l'argumentaire de la juge mérite d'être citée, tant il illustre l'importance d'une catégorie juridique, faire preuve de bonne volonté, à laquelle l'expertise a fourni le contenu. Les experts ont à plusieurs reprises fait état de ce que l'assurée s'était battue pour son avenir, qu'elle avait, malgré les tortures subies, réussi à travailler grâce à une volonté remarquable et avait su se prendre en main malgré l'adversité. Il apparaît ainsi qu'elle a tout fait pour tenter de s'en sortir. Ainsi, il y a lieu de retenir que les événements très traumatisants du passé, notamment les tortures subies puis les échecs rencontrés tant dans sa carrière professionnelle que dans sa vie familiale, ont engendré un état psychique cristallisé, sans évolution possible, les experts ayant constaté un épuisement de ses ressources psychiques. Tel est souvent l'argumentaire pour ceux qui sont reconnus comme invalides, comme dans son cas, alors qu'elle est atteinte de fibromyalgie, et justement elle entre dans le cas d'exception. Mais à travers cet exemple, il est aisé de comprendre l'importance cruciale dans cette jurisprudence, mais même au-delà, de l'attitude de la personne vis-à-vis de sa propre existence. D'une certaine manière, l'invalide, tel qu'il est en train de se construire depuis quelques années, dans cette politique, dans cette jurisprudence, donc l'invalide est celui qui finit par succomber après avoir tout entrepris pour défier l'adversité qui s'abat sur lui. Mais il faut réunir des preuves que ce combat a eu lieu. Et la bonne volonté se tenait à lire, en l'occurrence, dans une multitude de traitements suivis, en l'occurrence ici par Madame P, depuis des années, pour combattre sa fibromyalgie et sa dépression. Et ça a de l'importance, puisque beaucoup des demandes et de recours sont rejetés au motif, par exemple, que les personnes abandonnent leur traitement. Donc rappelons que dans cette jurisprudence, la reconnaissance en validité doit relever de l'exception. Et cette exception n'est pas seulement définie à partir de la gravité médicale et psychiatrique constatée par l'expert, elle concerne aussi la moralité de la personne. Car il faut dissiper les doutes qu'ils peuvent avoir quant aux vraies intentions de demandeur d'une rente et vérifier de près quel rapport il entretient avec sa propre maladie, avec sa volonté d'aller mieux. Cet aspect est crucial, comme on peut lire dans une prise de position du tribunal fédéral. Concernant l'état psychique cristallisé, des éléments biographiques difficiles sont des indices plaidant en faveur d'un tel état. Et c'est maintenant qu'arrive la réserve juridique,
si tant est que l'assuré ne démontre pas en même temps une attitude théâtrale et revendicative et émet des déclarations discordantes au sujet de ses douleurs, donnant à penser qu'il cherche une compensation de ses souffrances par l'AI. Cette précision du tribunal fédéral n'est absolument pas anodine, parce que curieusement, donc, cette notion d'état psychique cristallisé qui est entrée, donc qui est devenue une catégorie juridique, qui est entrée dans la jurisprudence, elle était sous l'influence de la psychanalyse, c'est-à-dire d'experts psychiatres qui ont publié sur le sujet, tellement ils étaient inquiets par rapport au destin qu'elle allait donner aux douleurs médicalement inexplicables. Ils se sont mis à publier sur le sujet pour dire attention et rappeler une vieille histoire dans la psychanalyse, qui est celle des conflits intrapsychiques, et dire nous avons de longue date un état des savoirs sur ces phénomènes qu'autrefois étaient désignés par hystérie de conversion, entre autres, et qui sont devenus appauvris par le DSM, des troubles somatoformes. Mais bref, ils ont vraiment publié pour essayer de donner une autre clé interprétative, explicative à l'incapacité de travail. Et cette notion donc, d'état psychique cristallisé, adoptée donc, par le droit, par la jurisprudence, elle puise dans cette littérature psychanalytique des conflits intrapsychiques. Donc toutes ces difficultés pour un sujet qui exprime par le corps une expérience affective qui ne parvient pas à verbaliser. Bref, tout ça donc, a une influence. Mais ça pourrait ouvrir la porte, du coup, à un tas de reconnaissances, si on venait à reconnaître la complexité de la douleur dans cette perspective des conflits intrapsychiques. D'où cette réserve-là, et qui atteste d'une autre tradition qui plane sur l'histoire juridique, politique et psychiatrique des assurances sociales, et que vous connaissez très bien, et qui continue à habiter la jurisprudence, et sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, qui est donc Édouard Brissot, élève de Charcot, qu'en 1908 publie, donc il s'est spécialisé, c'est lui qui a été un moteur dans la psychiatrie des assurances, et qui s'est beaucoup intéressé, comme Charcot lui-même, aux névroses traumatiques des ouvriers accidentés, et aussi les accidents de chemin de fer, et qui a créé cette catégorie-là, la sinistrose que vous connaissez, aussi dite névrose de rente, qui n'est pas reconnue comme maladie invalidante par la jurisprudence fédérale, mais qui continue, l'état d'esprit continue à habiter, bien sûr, chaque jugement. Mais c'est cette idée, alors qu'elle était reconnue comme névrose, à prendre au sérieux par Brissot, donc cette résistance à s'estimer guérie, tant qu'il n'y avait pas une réparation du mal subi. Vous connaissez l'histoire qui en a suivi, une histoire peu glorieuse, des usages extrêmement disqualifiants de la sinistrose, et qui d'ailleurs continue dans les recours que j'ai analysés, et nous sommes dans les années 2000, la sinistrose est encore utilisée ou remplacée par personnalité histrionique. Donc je ne vais pas m'étendre sur cette histoire, mais l'idée ici, c'est qu'elle n'est pas complètement disparue. Et comme précise le tribunal fédéral, des événements difficiles et traumatisants ne suffisent pas, encore faut-il qu'il n'y ait pas des expressions théâtrales. Pour sûr, cette jurisprudence a ouvert un espace d'évaluation médicale, juridique, mais aussi morale, sur les usages légitimes du corps, de la maladie, de la médication, et aussi du rapport à la guérison. Et avec des évolutions extrêmement récentes, l'orientation restrictive de cette jurisprudence est la suivante. Elle ne s'applique plus uniquement aux troubles somatoformes douloureux et à la fibromyalgie. Je viens de lire, et je vous fais lire, une circulaire toute récente où cette jurisprudence, donc, elle va s'appliquer à tout ça. Donc, une circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales de janvier 2014, en direction notamment des experts psychiatres, et c'est l'un d'entre eux qui m'a fait connaître cette circulaire, parce que ça va commencer à les agiter. Donc, il y a ce nouvel inventaire de diagnostics qui vont être considérés comme de maladies non invalidantes, et là aussi, il y aura de l'exception. Pour vous donner un exemple intéressant, les syndromes de stress post-traumatique, il est précisé que ces syndromes peuvent être connus à ces conditions-ci.
Si, donc après une période de latence de quelques semaines à quelques mois, après l'événement traumatisant associé à une menace extraordinaire, voyant l'ampleur d'une catastrophe qui provoquerait pratiquement chez toute personne un profond désarroi. Il est précisé dans cette circulaire que, bien entendu, au niveau de la clinique des traumatismes, la période de latence, ça peut être bien plus longue, et vous connaissez mieux que ça mieux que moi. Et en plus, du point de vue de la clinique, il n'est pas nécessaire que ce soit une menace extraordinaire ou une catastrophe. Il peut y avoir justement plutôt le retentissement en événement singulier. Ce que j'ai pu voir dans la jurisprudence, par exemple des expertises sur par exemple des cas de viol tués pendant des années et qui sont qualifiés par la suite avec ces syndromes-là. Aujourd'hui, justement, ce ne sera plus possible. Mais voici ce qui m'emporte de retenir. Avec cette extension des maladies a priori considérées comme non invalidantes, on peut pressentir aussi une extension potentielle des litiges. Et plus les maladies sont contestées dans leur existence et renvoyées à la seule subjectivité du plaintif, plus elles risquent de devenir inguérissables. Ce qui me conduit à la conclusion. Pour ce faire, je vais être aidée par un auteur. Dans son livre « L'esprit malade », Pierre-Henri Castel consacre un chapitre aux hystéries américaines, des pathologies de masse dont l'émergence se situe au début des années 1980. Et j'aimerais retenir quelques éléments de son analyse pour conclure. Ces affections étranges qu'il étudie se sont surtout manifestées outre-Atlantique, mais pas uniquement. Il s'agit du syndrome de la fatigue chronique, que vous connaissez, le syndrome de la guerre du Golfe, le trouble des personnalités multiples, le mass sociogenic illness, qui regroupe la personnalité histrionique et des troubles somatoformes et des troubles de conversion. Bref. Syndrome de sensibilité chimique et syndrome des bâtiments insalubres. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, c'est tout à fait passionnant. Comment dire, ces syndromes-là, ils sont typiquement nord-américains. Et vous pouvez imaginer, il parle notamment dans les suites du 11 septembre, où il y avait des cellules d'urgence psychiatrique, en pensant qu'il y aurait une espèce de phénomène massif des syndromes d'état post-traumatique, alors que ce n'était pas cela, c'était plutôt les syndromes de la sensibilité chimique. Il y avait des angoisses collectives par rapport aux fameuses poussières blanches que vous avez vues tous. Bref. Je vous renvoie vraiment à la lecture de ces chapitres. Il dit bien sûr que ces hystéries américaines, ce qu'il appelle des pathologies de masse de l'imaginaire individualiste contemporain, elles doivent justement être comprises dans des contextes géographiques et politiques précis. Ces épidémies d'un genre nouveau ont très vite été assimilées à des hystéries collectives, propagées par contagion mentale, par des influences mimétiques, par la suggestion. Hystérie collective, mais aussi individuelle, puisque nous aurions affaire à des phénomènes connus de somatisation et conversion, des plaintes, douleurs corporelles, rebelles à toute explication, accompagnées d'états d'anxiété, sinon d'angoisse. Qualifiées de subjectives, ces pathologies et ceux qui s'en réclament sont frappés d'illégitimité. Pour Castel, il est contre-productif de s'acharner à les considérer comme des maladies imaginaires ou des illusions sociales. Ce n'est pas de cette manière-là que l'on peut espérer une guérison des gens qui souffrent, car sur ce point, dit-il, il n'y a pas à douter. Indéniablement, la massivité du phénomène interroge, puisqu'elle concerne à chaque fois des milliers d'individus et non pas des cas isolés. Elle interroge non pas sur le plan statistique et épidémiologique, mais sur le sens anthropologique et politique. Au fond, que nous disent ces pathologies de masse en termes de représentation collective du mal-être? Pour notre auteur, il serait le produit logique des transformations de la médecine et de ses orientations dominantes. Il rappelle que pendant les années 80, la psychosomatique était en vogue. Son approche holistique faisait de la place à l'expérience subjective de la douleur et à la singularité irréductible du malade. Dans cette perspective, la douleur ne pouvait être comprise par la médecine, par le clinicien, qu'à travers l'expérience intime, sociale et culturelle du patient, tout ce qui a été défendu, présenté, décrit depuis hier soir. Mais depuis, c'est le modèle ontologique de la médecine qui s'est imposé comme le plus légitime.
dans ce modèle où la maladie est avant tout un enjeu scientifique, un objet naturel qui existe en tant que tel, en dehors de ses manifestations particulières sur un individu singulier. C'est dire que pour tous ceux qui présentent une symptomatologie diffuse et sous-déterminée, il aurait réservé un sort marginal. Ils sont renvoyés à la périphérie de la médecine et de la psychiatrie fondée sur les preuves. En d'autres mots, et ça a été discuté ce matin, un abîme profond se serait creusé en d'un côté l'expérience ordinaire de la souffrance morale et de l'autre l'objectivité scientifique et naturaliste de nos affects. Et devant le type d'explications qui leur sont proposées à ces patients sur le véritable mal dont ils souffrent, les malades concernés se braquent et réagissent avec virulence. On a vu, le soupçon pèse sur eux de se complaire dans la plainte, d'exagérer, de simuler, etc. Et ce soupçon est d'autant plus insoutenable pour eux qu'ils multiplient, avec un succès parfois relatif, des traitements. Il ne demeure pas moins, et c'est un point essentiel, la multitude de corps qui souffrent de douleurs étranges ne se laissent pas volontiers guérir par un changement de représentation, et encore moins par des appels à la raison. Et j'ajoute pour ma part, ils ne se laisseront pas guérir non plus par des sanctions économiques comme le refus d'une rente et par des incitations fortes à reprendre le travail. Et je laisse le dernier mot à Pierre-Henri Castel, et que je partage, pour qui, tant que ces expressions collectives du mal-être ne sont pas politisées, autrement que par l'ostracisme, un langage continuera de résonner inlassablement. Je souffre, mais vous ne me comprenez pas. Merci. Merci beaucoup. Je propose d'avant donner la parole à Christine Pirinoli. On va échanger à chaud après la conférence. Donc je vous transmets les micros volontiers dès que vous manifestez. Il y a une chose qui m'a très interpellée dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a certaines personnes qui souffrent avec des symptômes qui ne seraient pas amenables à des psychothérapies ou à du travail analytique. Ça m'interpelle dans le sens que je ne comprends pas pourquoi. Comment est-ce qu'on sait pourquoi moi je suis amenable et pas quelqu'un d'autre? Enfin, je veux dire, ça m'a un peu c'est pas moi qui le dis. Les recours que j'ai analysés concernent des gens qui ont fait, illettrés, qui ont fait à peine l'école primaire, et à partir de ces problèmes linguistiques, c'est les justifications, c'est leur pauvreté culturelle, on va dire, linguistique, et leur résistance, si vous voulez, à vouloir entamer un chemin qui suppose une introspection. Donc là, vous pouvez imaginer, en tout cas, tous les préjugés culturels, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des raisons réelles qui font que, du point de vue de la thérapie, on considère qu'il y a des catégories de la population qui ne peuvent pas accéder à certains traitements. Soit, il peut y avoir plusieurs explications. Il y a toute une histoire très longue de la psychiatrie de l'immigration qui fait que, avant qu'on ouvre, par exemple, certaines consultations spécialisées, que ce soit dans la clinique de l'exil ou la clinique d'immigration économique, là, il n'y a pas ce genre de présupposés théoriques, bien au contraire. Mais pour ces experts, en tout cas, c'est un verdict qui arrive très souvent. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment aux spécialistes de se prononcer sur cette question qui est un verdict vraiment posé de manière très, très régulière, où c'est le traitement médicamenteux qui est celui qui est jugé le seul accessible. Oui, mais c'est là, je crois vraiment, où il faut qu'on sépare les choses, parce que vous avez très très bien dit, et c'est essentiel de faire le travail que vous faites pour montrer ce qui se dit, ce qui se fait sur le plan de l'obtention de la rente ou de la non-obtention de la rente. Et ce n'est pas de la thérapeutique. Ah ben non, ça va bien compris. Mais il faut reséparer pour nous, et pour répondre à la question de madame, il nous faut reséparer les espaces. Moi, si un expert dit vous n'avez pas d'AI, je suis comme le patient soumise à la loi.
Moi, c'est pas moi qui décide de l'octroi de l'AI, comme s'il est mis dehors de son logement. Mais ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir un entretien comme l'analyste que je suis et d'utiliser un certain nombre de choses de ma clinique analytique pour avoir un effet thérapeutique avec cette personne. C'est deux espaces tout à fait différents. Donc, mais je ne remets pas, bien sûr, j'étais extrêmement intéressée, encore une fois, c'est extrêmement important qu'on ait ça en tête, mais ça ne dit rien sur la possibilité qu'il y a aujourd'hui de proposer une approche psychanalytique adaptée, psychothérapeutique au sens large, à ces personnes. Mais c'est dans un autre temps et dans un autre espace. Moi, je ne suis pas expert. Et je n'ai rien à dire. Je dis à la personne, vous allez voir un expert, c'est lui qui va décider. Mais moi, je continue à vous voir. Et moi, je vais continuer à vous traiter. Ce que certains font, là, je ne suis pas sûre que les frontières soient vraiment si nettes et imperméables, pour deux raisons. La première, c'est que ces personnes-là, il y a des conséquences sur leur état par rapport à ce qui se passe au cours de ces procédures, de ces verdicts, etc. Des conséquences sur leur état, sur leur fragilité, sur leur bref, on peut imaginer. Donc du coup, ça relève, c'est-à-dire qu'il y a des cliniciens ensuite qui reçoivent des patients qui ont subi ce genre d'épreuves. Mais surtout, l'expert, il y a quand même un point important de recommander des mesures médicales, etc., qui peuvent avoir du poids quand même dans la décision finale. Et c'est là-dessus que même si vous n'êtes pas expert, là la question, et ça je vous pose la question, c'est comment ça se fait que des experts déclarent que les personnes n'ont pas une capacité d'introspection? Parce qu'ils sont quand même médecins, donc c'est à eux de se dire, est-ce qu'il y a une certaine clinique psychiatrique qui estime qu'il y a des gens qui ne réunissent pas les conditions suffisantes? C'était ça la question. Et que moi-même, comme je ne suis pas clinicienne, à force de lire ça de manière répétée, je me disais, c'est quand même étrange, à tel point que j'ai failli écrire un article sur la psychiatrie des pauvres, c'est-à-dire comme s'il y avait certains chez qui, voilà, qu'on considère qu'ils ne sont pas... C'est ça, là-dessus, je ne sais pas, c'est à vous, justement, qu'il y a probablement des courants qui estiment qu'il y a des personnes qui ne sont pas aptes à suivre certaines thérapies. Donc, voilà. Parce que les pauvres ne sont pas amenables à une psychothérapie. En fait, mais l'argument qui est avancé, c'est comme des capacités intellectuelles. Oui. Voilà. Je crois que ça, vous avez compris. Je voulais juste, vous avez dit ce que j'avais envie de souligner aussi, c'est qu'il y a une interaction entre les experts et les experts psychiatres en particulier, l'apparition de nosologie, d'étiologie, et donc les soins possibles. Vous avez parlé de Brissot, Charcot débute l'hystérie, je dirais, masculine, à cause ou grâce, mais à cause de la nouvelle législation qui est en Allemagne d'ailleurs, parce que Bénédicte est beaucoup plus... la législation allemande sociale est beaucoup plus avancée que la française, et c'est pour justement juger de cas, est-ce qu'ils simulent ou pas, ceux qui ont eu des accidents de chemin de fer, et là il y a des effets... sur la psychiatrie, sur la manière de voir les malades. Donc je crois qu'il y a vraiment des interactions très, 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 très étroites. Et, je crois que vous l'avez montré. Ouais. Je vais passer le microphone à Christian qui va présenter la personne qui fera la conclusion de la journée. Je n'aimerais pas...